où va Israël? Spirale de la guerre, engrenage autoritaire, atteinte à la démocratie depuis le traumatisme des massacres du 7 octobre. La société israélienne semble s'être radicalisée. On va en parler avec vous. Vincent Lemire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes historien, grand spécialiste de la ville de Jérusalem, sur laquelle vous avez beaucoup écrit, notamment une BD qui a cartonné, on s'en souvient tous. Vous publiez avec le diplomate Bernard Philippe « Jérusalem, l'histoire n'est jamais écrite » chez Albin Michel. Et si la ville sainte était au fond la clé de la solution, le laboratoire à une échelle plus petite que le pays tout entier du conflit. On va en parler dans le détail. Mais d'abord, j'aimerais vous entendre sur l'état de ce pays. Le Nouvel Observateur titrait cette semaine, d'ailleurs vous faites une interview dans cet hebdomadaire sur la dérive d'Israël. Dans quoi le pays est-il plongé, selon vous, à presque 3 ans des attaques du 7 octobre? Dans un état de post-trauma qui n'en finit pas. C'est ça qui est terrible. Et pourquoi ? Parce qu'on a un Premier ministre qui, en fait, entretient ce trauma en permanence, qui passe toujours d'une guerre à une autre. Et moi, j'ai plein d'amis qui quittent Israël en ce moment, ou qui se préparent à quitter Israël, ou qui envisagent, ou qui récupèrent des passeports. Il y a des chiffres qui sont incroyables. Les médecins formés en Israël, au moment où ils doivent se décider de travailler, d'être affiliés en Israël ou à l'étranger, là, il y a 40% d'une promotion qui dit « on part à l'étranger ». Donc, c'est vraiment... Et le pays se vide de qui ? Le pays se vide de ses élites, de ses CSP+, de ses médecins, de ses chercheurs, de ses artistes, de sa gauche aussi, de ce qui reste, en tout cas, des élites... De sa gauche pacifique qui veut la paix ? Libérale, oui, c'est ça qui est terrible, quoi. Et puis, à l'inverse, ils se croisent dans l'avion. Les gens qui viennent en Israël aujourd'hui, pour partie d'entre eux, ils viennent un peu pour en découdre. Alors, à court terme, pour Netanyahou, c'est une aubaine électorale. À long terme, pour Israël, c'est une catastrophe. Et les mots que vous mettriez sur les guerres d'Israël, puisque Benjamin Netanyahou dit qu'il en a 7. C'est un chiffre biblique. Trump aussi, il dit 7. Depuis le 7 octobre. Les dirigeants d'Israël disent guerre existentielle. Il a raison. Mais en fait, Netanyahou a réussi à créer ce concept de la guerre existentielle pour des guerres qui sont généralement quand même des guerres préventives. Donc, en fait, on reprend un petit peu le schéma de 1967, de la guerre des 6 jours, une attaque préventive contre l'Égypte. Pour le coup, il y avait une attaque imminente de l'Égypte pendant la guerre des 6 jours. Là, on est un petit peu comme la guerre contre l'Irak, etc. On met en scène une menace. Ça ne date pas d'hier. Vous vous souvenez, Netanyahou à la tribune de l'ONU avec la bombe nucléaire iranienne. C'est sa seule colonne vertébrale idéologique, l'Iran, à Netanyahou. Il a toujours changé d'avis sur tout, mais sur l'Iran, il est toujours resté droit. Il attendait cette guerre. Elle ne lui apporte pas les effets escomptés pour l'instant, sur le plan électoral, etc. Mais elle permet de maintenir en fait le pays dans un état d'extrême tension, parce que les alertes, parce que les roquettes, parce que les missiles, c'est pas une. Et en même temps, il y a le cessez-le-feu qui tient, en tout cas en Iran. Est-ce que il est en train de rompre au Liban. On a encore vu des roquettes lancées par le Hezbollah, des bombardements de l'autre côté Israël, sur le sud Liban. En revanche, c'est Donald Trump qui tient Benjamin Netanyahou sur l'Iran ? On peut l'espérer. Enfin, c'est ça. Enfin, on ne sait même plus ce qu'il faut espérer, lequel est le plus va-t-en-guerre. Ces cessez-le-feu, ils sont toujours un peu dissymétriques parce qu'il y a eu quand même des dizaines de morts côté libanais depuis le cessez-le-feu. Si on parle du cessez-le-feu à Gaza, je regardais, depuis le cessez-le-feu, il y a eu 733 morts à Gaza, c'est-à-dire en moyenne 4 par jour. Donc, c'est toujours un cessez-le-feu que d'un côté, quoi. Et donc, à un moment, ça finit par se rompre. C'est-à-dire, moi, j'attends qu'une chose, c'est que dans quelques jours ou quelques semaines, il y ait des roquettes qui repartent. Et comment vous qualifiez, vous, la politique de Netanyahou à Gaza ? Mais c'est la guerre éternelle, en fait. Il attend qu'une chose, c'est d'y retourner. Aujourd'hui, les 2 millions de Gazaouis sont comprimés dans 40%. Cette fameuse ligne jaune, elle ne cesse de se déplacer vers l'ouest. Là, aujourd'hui, c'est 41-42%. Il y a 2 millions d'habitants de Gaza qui habitent là. Pour que les gens qui nous regardent se rendent compte, ce qui leur reste là de la bande de Gaza, c'est 60 fois moins que la superficie de la Corse
Et là-dessus, il y a 6 fois plus d'habitants qu'en Corse. C'est des conditions de vie impossibles. Alors, on va parler de Jérusalem, mais je voulais d'abord vous faire réagir à l'actualité. Je vous donne la parole, Richard Verlet, dans un instant, parce que Jérusalem est une ville particulière, de coexistence, les berceaux de 3 monothéismes, même si les frontières ont bougé et qu'il y a énormément d'implantation de colons israéliens du côté est. On va regarder une carte. Mais l'actualité, c'est cette attaque d'une religieuse qui en dit long aussi sur la radicalisation de la société. Et elle s'est produite dans Jérusalem. Zoé Lamarche. L'homme se précipite sur sa victime, une religieuse française de 48 ans. Sans hésitation, il la pousse violemment au sol, puis reprend sa route comme si de rien n'était. Mais quelques instants plus tard, il s'arrête, fait demi-tour et revient pour lui asséner de nouveaux coups. Sur ces images transmises par la police israélienne, la victime, chercheuse à l'école biblique et archéologique française, a le visage marqué. Plus tard, l'agresseur présumé est interpellé par la police. Le suspect, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue par les autorités israéliennes. Une agression fermement condamnée par le ministre des Affaires étrangères français. La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes antichrétiens qui se multiplient en Terre Sainte et que la France ne peut en aucun cas tolérer. La scène se déroule près du tombeau de David, sur le mont Sion, et met en lumière, selon la communauté, une montée des actes hostiles envers les chrétiens. Ma colère porte sur 3 aspects. L'absence de position claire de la part des autorités, l'inaction face aux instigateurs et l'insuffisance des mesures dissuasives. Tous les mobiles sont examinés, dont celui d'un acte à caractère nationaliste. Quelle est votre réaction, vous qui connaissez bien Jérusalem, de quoi cette violence est-elle le nom contre je ne suis pas surpris, en fait, parce que ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que ça monte. En janvier 2023, le cimetière chrétien du Mont Sion, donc juste à côté, à quelques dizaines de mètres de cette scène, avait été profané par des adolescents qui étaient d'ailleurs à 2 doigts de détruire la tombe d'Oskar Schindler, qui est enterré sur le cimetière chrétien du Mont Sion. Ils ne le savaient pas, sans doute. Des adolescents ultra-orthodoxes. Il y a des crachats presque tout le temps maintenant, c'est-à-dire quand des chrétiens se promènent à Jérusalem, alors s'ils ont une croix ou ils se font soit cracher dessus, soit on crache sur leur passage. Qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte cette en fait, violence, elle raconte. Vous dites guerre éternelle, il y a plein de mots qui viennent dans votre bouche de la Bible. On a l'impression que ce messianisme porté par les ministres d'extrême droite qui font la coalition au pouvoir de Benjamin Netanyahou essaime, en tout cas reflète peut-être l'attente de la population et notamment dans cette ville-là. En fait, ça infuse, ça percole, ça permet aussi. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire aussi que des gens se sentent autorisés à passer à l'acte. Le messianisme, ça veut dire qu'on est porté par un message, un devoir qui dépasse complètement la loi des hommes, le vivre ensemble, etc. Ou la violence a droit de citer? Bien sûr, Jérusalem est un sanctuaire juif. Il y a quelques années, il y avait un ultra-orthodoxe qui s'était mis à détruire des statues dans une église. Et quand la police l'a arrêté, il a dit, en toute sincérité, on n'a pas le droit de prier devant des statues à forme humaine. C'est de l'idolâtrie. Ce qui est en bonne orthodoxie juive. Ce qui est juive, interdit et tabou. Tout à fait vrai. Sauf qu'il était dans une église. Mais si on considère que tout Jérusalem intramuros est un sanctuaire juif, alors effectivement, il s'y passe des choses qu'un vrai ultra-orthodoxe ne peut pas tolérer. Donc vous voyez, c'est vraiment cette image de Jérusalem est à nous et seulement à nous. C'est cette vision exclusive contre laquelle, évidemment, ce livre essaye de tirer la sonnette d'alarme. Qui fait en partie le lien entre tout le public de droite religieuse israélien et le public MAGA américain qui soutient Donald Trump, parce qu'il y a le même messianisme, moi qui ai beaucoup travaillé avec notamment les chrétiens évangélistes qui soutiennent Trump, ils ont ce même messianisme. Et une chose qui m'avait frappé, je voulais vous interroger là-dessus, lorsque j'étais en Israël il n'y a pas très longtemps, tous les Israéliens que je rencontrais, je dois dire, disaient de toute façon, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. À l'époque, c'était contre l'Iran, c'était avant les frappes. Nous n'aurons jamais de président américain qui nous soutiendra autant que Trump. Vous avez ce sentiment là? Oui, vous avez raison. Là, il y a un momentum et il y a une espèce presque de court-circuit dans cet état d'esprit chez cette extrême droite israélienne et dans la droite MAGA. Il ne faut jamais oublier que chez une partie des Américains, ils se considèrent comme l'autre peuple élu. Et les États-Unis, c'est l'autre terre promise. Enfin, il y a des liens très, très forts en termes culturels, etc.
Et dans la base de Trump, il y a plein de gens qui sont complètement là-dedans. Donc ça crée comme un espèce d'effet Larsen où on se demande qui a la pédale de frein et jusqu'où ça va aller. La scène qu'on vient de voir est d'une violence extrême. Hein. C'est cette bonne sœur, je veux dire, elle aurait pu y passer. Il la projette extrêmement violemment. Et le deuxième passant est le passant qui ne fait rien et qui discute, semble-t-il, avec celui qui vient d'agresser la religieuse. Et c'est une troisième personne qu'on voit arriver qui va tenter d'intervenir. Comme si de rien n'était. Mais encore une fois, parce que c'est une Française de l'école biblique, le consulat de France et Jean-Noël Barrot ont réagi, donc on se met à en parler, mais ça fait 3-4 ans que sur place, on commençait à voir que ça montait. On va regarder une carte, parce que Jérusalem, et on le dit, on le répète, c'est une ville normalement où les trois monothéismes coexistent pacifiquement, même si on sait tous que l'histoire démontre le contraire. Il y a Jérusalem-Ouest, et puis à l'Est, ce sont les Palestiniens. Je résume à gros traits. À l'Ouest, les Israéliens juifs. Vous avez des implantations, des colonies, des tractopelles qui aujourd'hui même bâtissent des logements à l'Est. Et vous nous dites pourtant, ça peut être, dans ce livre, l'histoire n'est jamais écrite, le laboratoire d'un début de solution au conflit israélo-palestinien. Alors qu'on a tendance, à chaque fois qu'on reprend le dossier, si j'ose dire, à mettre la question des réfugiés, la question de Jérusalem à la fin, comme les questions insolubles. Comme si c'était le plus compliqué. Oui, absolument. Oui. Expliquez-nous à partir de cette carte pourquoi ça n'est pas si évident. Moi, ça fait des années que je répète que Jérusalem n'est pas le sujet le plus compliqué dans les négociations. La question des réfugiés, du droit au retour est bien plus complexe et la question des colonies en Cisjordanie beaucoup plus complexe. Jérusalem, en fait, peut tout à fait devenir la capitale de 2 États. Et surtout, si on sort de ce paradigme de la partition, ce paradigme du découpage qu'on a eu pendant le processus d'Oslo et qu'on a eu en particulier pendant les préaccords de Taba. Les préaccords de Taba, vous vous souvenez, Clinton, il se penchait sur une carte et quasiment on découpait les rues. Tel trottoir sera en Israël, tel trottoir sera en Palestine. Ça n'est pas possible. Mais c'est toujours le cas. Chaque mètre carré est un enjeu de territoire. Bien sûr. Même il y a la vieille ville, bien sûr, là où sont les mais pas seulement. Si on reste dans les dynamiques actuelles, la solution qu'on propose, on le dit, c'est une utopie politique. C'est-à-dire que c'est une solution très concrète, mais pas pour maintenant. C'est-à-dire qu'avec les forces qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est absolument impossible. Vous dites recoudre, rapiécer. Il faut recoudre, il faut rapiécer. Jérusalem. C'est une ville où vivent ça veut dire quoi 500 000 juifs israéliens, 400 000 palestiniens. 40% de la population de cette ville, ce sont des Palestiniens. C'est une ville au milieu de laquelle passe un mur de 8 mètres de haut qui exclut 160 000 Palestiniens. Vous vous rendez compte ils habitent dans la municipalité, mais il y a un mur et des checkpoints entre eux et cette ville. Imaginez ça à Paris. Donc, on n'est pas du tout naïf ni angélique dans ce livre. Parce que c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre engagé pour une solution. Il y a une première partie qui est un peu de diagnostic, et puis après on essaye de se projeter. Bernard Philippe, c'est un diplomate, donc c'est quelqu'un de très pragmatique. Moi, je suis historien, et j'essaye de regarder dans l'histoire à quel moment est-ce que ça fonctionnait. Jérusalem. Ça fonctionnait quand le pouvoir souverain n'essayait pas de se l'approprier en exclusivité. Vous dites dans le rapiècement, il y aura toujours des coutures, mais il faut par les services publics, par l'urbanisme, par toute une série d'investissements publics, relancer Jérusalem. Oui, en fait, il faut garantir des droits. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 1967, Israël a annexé Jérusalem-Est, pas la Cisjordanie. Comme vous savez, la Cisjordanie reste pour l'instant un territoire occupé juridiquement du point de vue israélien, mais Jérusalem-Est a été annexé. Israël a annexé Jérusalem-Est sans annexer ses habitants. Les habitants de Jérusalem-Est ne sont pas israéliens, à la différence des Palestiniens de 1948 qui ont la citoyenneté israélienne, ce qui leur permet de négocier, d'installer un rapport de force, de monter des... Ce sont les 2 millions d'Arabes israéliens qui ont même des représentants qui ont des représentants, qui peuvent proposer des coalitions, enfin, vous voyez, qui peuvent politiser cette conflictualité. Qui sont des citoyens. Qui sont des citoyens. Les 400 000 Palestiniens de Jérusalem ne sont pas des citoyens, ce sont des résidents de Jérusalem. Ils sont apatrides, ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas vraiment circuler. S'ils s'absentent de Jérusalem trop longtemps, au bout de 5-6 ans, on leur retire ce droit de résidence. Et puis, ils ont un problème principal, c'est le problème du logement. Ils accèdent très, très difficilement au permis de construire.
Et la population des Palestiniens de Jérusalem-Est, depuis la guerre des 6 jours, c'est x5. Donc elle a grandi sans permis de construire. Donc ils ont construit illégalement. Et aujourd'hui, il y a 120 000 Palestiniens à Jérusalem qui vivent avec cette épée de Damoclès d'une menace de destruction de leur logement. Donc, c'est d'abord se loger, c'est circuler, c'est permettre une meilleure fluidité dans les transports. C'est aussi la question de la pauvreté. 70% des enfants de Jérusalem, des enfants palestiniens de Jérusalem-Est vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a d'ailleurs beaucoup de pauvreté à Jérusalem-Ouest aussi, parmi les populations ultra-orthodoxes. Et d'un point de vue... Voilà, c'est un miroir grossissant de tous les problèmes israélo-palestiniens, mais en même temps, ça peut être... Mais si la représentation politique de cette population, c'est-à-dire 40% de la population de Jérusalem, si la représentation politique est impossible, il y a un moment donné où, même avec des efforts d'urbanisme, ça va buter sur quelque chose. Vous avez raison. La seule issue, ce serait d'avoir une vraie municipalité qui représente vraiment tous ses habitants. Aujourd'hui, dans le gouvernement israélien, il y a un ministre de Jérusalem. Ça veut tout dire. Ça veut dire que le maire israélien de Jérusalem n'a même pas vraiment le pouvoir, en fait. Il y a un ministre de Jérusalem. Imaginez s'il y avait un ministre de Paris. C'est déjà pas simple entre le préfet et la maire de Paris. Donc, vous imaginez. Ce que je veux dire, c'est qu'une vraie municipalité, avec un périmètre de compétences étendu, qui représente vraiment tous les habitants, avec un périmètre géographique aussi plus étendu vers l'Est, pour que les Palestiniens puissent construire, avec des municipalités d'arrondissement. Vous vous rendez compte, dans cette ville où il y a une telle diversité, il n'y a pas d'arrondissement. C'est une des villes au monde où il y a le plus besoin d'arrondissement. Déjà, à Paris, il y en a besoin, pour que les gens du 20e arrondissement se sentent représentés, et ceux du 16e aussi. Aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas d'arrondissement, il y a une seule municipalité. La ville s'est complètement orthodoxisée côté juif israélien. Elle est vidée de ceux qui ne seraient... Mais oui, parce que l'ambiance se dégrade, donc les familles laïques partent à Haïfa ou partent dans le nord, à Tel Aviv ou à Petah Tikva ou dans le nord. En fait, Jérusalem devient de moins en moins vivable pour les laïcs. Le paradoxe, c'est que les Palestiniens restent parce qu'eux, ils n'ont pas le choix. S'ils s'en vont, ils savent qu'ils ne reviendront plus jamais, même pour enterrer leur maman. Donc, ils restent. Donc, ce qui est aussi paradoxal dans cette ville, c'est que les systèmes d'entrave et de répression israélienne ont, d'une certaine manière, fixé les Palestiniens sur place. C'est pour ça qu'ils sont proportionnellement bien plus nombreux aujourd'hui qu'au moment de la guerre des 6 jours. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que la politique israélienne à Jérusalem, c'est un échec. C'est un échec sur le plan démographique, c'est un échec sur le plan démocratique. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience, mais elle ne se fera jamais avec le pouvoir actuel. C'est pour ça, encore une fois, on dit c'est une utopie politique. Utopie politique. Le premier message, c'est de dire il y a des solutions. Il faut arrêter de dire c'est une guerre éternelle, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que ça, c'est un message qui, finalement, valide le scénario de la loi du plus fort. Et Israël, et Jérusalem capitale d'un État juif et démocratique, c'est ça le projet. Mais Jérusalem peut parfaitement être la capitale de ces deux États. Les dirigeants israéliens des années 50, ils étaient lucides et prudents. Ils ont construit tous les bâtiments de la souveraineté nationale à 3-4 kilomètres à l'ouest des murailles, quartier de la Knesset, de la Banque centrale, etc. Si vous mettez les bâtiments de la souveraineté nationale palestinienne à 3-4 kilomètres plus à l'est, aujourd'hui ça s'appelle Aboudis, mais ça pourrait être un quartier de Jérusalem. Ce serait possible. Il y a des pays où, en plus, où on a regardé en Afrique du Sud, vous avez plusieurs capitales, une capitale judiciaire, une capitale parlementaire, la capitale du gouvernement. On pourrait très bien avoir des bâtiments nationaux qui restent à Ramallah, d'autres à Tel Aviv. Le ministère de la Défense israélien est toujours à Tel Aviv. Les militaires israéliens n'ont jamais voulu quitter Tel Aviv. Ils savent que c'est bien plus sûr d'être dans les sous-sols à Tel Aviv qu'à Jérusalem. Donc on peut aussi ventiler cette fonction capitale. Israël est-elle encore une démocratie ? Il y a des atteintes qui ont été très clairement marquées. On l'a vu avec la réforme de la Cour suprême. D'ailleurs, vous avez le président de la Cour suprême qui dit que non. Aaron Barak, ancien président, nous ne sommes plus une démocratie, a-t-il déclaré en janvier 2026. Nous ne sommes plus une démocratie libérale et cela ne s'est pas produit lors d'un événement dramatique unique. C'est un processus par lequel des aspects essentiels de la démocratie subissent une attaque sévère et s'affaiblissent. Et en même temps, il y a des lois qui sont votées. Régulièrement. La dernière en date, elle est marquante parce qu'on a vu ces images, on va peut-être les revoir, de ce ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, sabrant le champagne au Parlement, à la Knesset, donc le Parlement israélien, après le vote de cette loi qui adopte la peine de mort pour les Palestiniens coupables de meurtres terroristes.
Ça s'appelle encore une démocratie, les lois sont votées? Ça reste une démocratie pour les citoyens juifs israéliens. C'est plus une démocratie libérale, au sens, on s'avance de plus en plus vers une démocratie illibérale, comme on a parlé pour la... Autoritaire. Autoritaire, avec des journalistes qui sont de plus en plus réprimés, avec des librairies, y compris des librairies palestiniennes qui sont fermées, etc. Il y a des choses de plus en plus violentes. Cette loi sur la peine de mort, c'est très clairement une loi discriminatoire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une loi d'apartheid. C'est-à-dire selon qu'on est d'une certaine catégorie de la population ou pas, on peut subir la peine suprême, la peine capitale, ou non. Ça contrevient à toutes les règles du droit. Et en même temps, il reste des contre-pouvoirs. C'est la presse, ce sont des collectifs, ce sont des militants qui se battent. Mais il y a aussi des garde-fous qui ont toujours manqué à Israël. Il ne faut jamais oublier qu'Israël, c'est une démocratie sans constitution. Pas eu de constitution en 1948. D'ailleurs, il y a des débats en Israël sur le fait de devoir en écrire une, peut-être. Mais aujourd'hui, ce serait peut-être pas une bonne idée. Si c'était aujourd'hui, il faudrait peut-être... Mais Ben Gourion a passé des compromis en 1948. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas non plus vraiment de frontières en Israël. Enfin, il y a des choses, il y a une citoyenneté, mais il y a un état civil qui est compliqué. Il est difficile de se marier en Israël sans passer devant un rabbin. Donc, vous savez, il y a des juifs israéliens qui vont se marier à Chypre et puis qui reviennent. Donc, il y avait des fragilités, en fait, qui aujourd'hui sortent évidemment en pleine lumière. La solution à 2 États, vous avez vu que Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron vont accueillir une grande conférence internationale sur le conflit israélo-palestinien le 12 juin à l'Élysée. Est-ce qu'elle est encore possible? Il y a beaucoup de projets pour l'après, comme vous dites, c'est comme ce que vous proposez dans votre livre, un territoire, 2 patries. La souveraineté ne serait pas forcément territoriale. Il y a un papier dans Le Monde qui est sorti, Land for All, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Est-ce que vous croyez que les propositions classiques, un territoire, la solution à 2 États avec deux territoires avec des frontières, est encore d'actualité? Moi, j'ai milité fortement pour la reconnaissance de l'État de Palestine parce que je considère que les 7,5 millions de Palestiniens qui vivent de la mer au Jourdain ont tous le droit à un État. On a tous besoin d'un État, c'est-à-dire un passeport, une protection, des services consulaires, voilà. Ensuite, mais au regard un État, ça ne veut pas forcément dire un territoire continu. De la colonisation, aujourd'hui 500 000 logements. Aujourd'hui, clairement, un territoire continu, on voit bien que cette solution est absolument impossible, est absolument inatteignable. C'est terminé. On a aujourd'hui 750 000 colons si on compte Cisjordanie et Jérusalem-Est. Mais la France reconvoque cette conférence, la même que l'an dernier, au même moment, 12-13 juin l'an dernier, et puis elle avait été... Puis il y a eu les frappes sur l'Iran, le 13 juin. Et ça peut servir à quelque chose? Pour terminer, ça va être du théâtre diplomatique s'il n'y a pas... Moi, je plaide avec Elie Barnavi en août dernier. On a écrit un papier dans Le Monde, ancien ambassadeur d'Israël en France, israélien. On a dit, Monsieur le Président, vous allez finir par reconnaître une Palestine à titre posthume. C'est plus vrai que jamais. Donc aujourd'hui, il faut des sanctions, ou en tout cas des menaces crédibles de sanctions. Il faut que l'Europe dise aux Israéliens, si vous continuez comme ça, l'accord d'association, c'est plus possible. Il y a un article 2 sur les droits de l'homme. Donc, il faut passer un petit peu maintenant des mots aux actes. On ne peut pas reconnaître un État et laisser mourir ses citoyens. Merci. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Jérusalem, l'histoire n'est jamais écrite. C'est à lire chez Albin Michel, un historien, Vincent Lemire, et un diplomate, Bernard Philippe, qui propose une solution à partir de Jérusalem sur le conflit israélo-palestinien. Merci à vous. Merci.